Je pensais que ma grand-mère m'avait oublié. À la lecture du testament, mes cousins sont repartis avec des millions provenant de ces brevets botaniques, tandis que j'ai reçu une boîte en bois contenant une unique graine et un billet d'avion pour une île dont je n'avais jamais entendu parler. Je me suis senti comme la déception de la famille jusqu'à ce qu'un guide local sur cette île lointaine prononce 7 mots qui ont tout changé. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, j'adorerais savoir, quelle est votre plante préférée? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires extraordinaires chaque jour. Maintenant, laissez-moi vous ramener au jour où j'ai cru que j'avais tout perdu. Le cabinet d'avocats de Dubois et Associés sentait le vieux cuir et la déception. J'étais assise sur une chaise inconfortable, tripotant les manches de mon seul blazer correct, en regardant mes cousins, Antoine et Béatrice, chuchoter avec assurance l'un à l'autre de l'autre côté de la table de conférence en acajou. Ils avaient l'air d'être à leur place ici. Costume cher, coiffure parfaite, le genre d'arrogance tranquille qui vient du fait de n'avoir jamais à vérifier son solde bancaire avant d'acheter un café. Moi, en revanche, je me sentais comme une usurpatrice. Mon blazer avait 3 ans et avait été acheté en solde. Mes chaussures avaient une éraflure que j'avais essayé de masquer avec un marqueur permanent. Je travaillais à l'Océanopolis de Brest, gagnant à peine assez pour couvrir mes prêts étudiants et le loyer d'un studio qu'il était généreux de qualifier de douillet. Merci à tous d'être venus, dit Maître Dubois, ajustant ses lunettes à monture métallique en ouvrant un épais dossier. Nous sommes ici pour la lecture des dernières volontés et du testament du docteur Éléonore Lefebvre. Ma grand-mère. Même son nom semblait important quand il le prononçait ainsi. Docteur Éléonore Lefebvre, botaniste de renom, détentrice de 17 brevets pour des médicaments à base de plantes, auteur de 3 livres révolutionnaires sur la flore rare. Elle avait passé sa vie à voyager dans les coins reculés du monde, à découvrir des plantes qui pouvaient guérir des maladies, à développer des traitements qui avaient aidé des millions de personnes et je l'avais à peine connue. En grandissant, Mamie Éléonore était plus une légende qu'un membre de la famille. Elle apparaissait à Noël avec des cadeaux exotiques et des histoires de forêts tropicales et d'expéditions en montagne, puis disparaissait de nouveau pour des mois. Les parents de mes cousins, ses autres enfants, l'avaient suivi dans le monde des affaires, transformant ses découvertes en entreprises pharmaceutiques rentables. Ma mère avait été le mouton noir, choisissant de devenir professeur de biologie au lycée au lieu de courir après les brevets et les profits. À mon petit-fils, Antoine, je lègue mes parts dans Lefebvre Pharma, évaluées à environ 11 millions d'euros, ainsi que les brevets pour les composés WM47 à WM63. Antoine sourit d'un air suffisant et serra la main de sa femme. 11 millions d'euros. J'essayais d'imaginer ce que l'on pouvait ressentir avec une telle somme d'argent, quel problème elle résoudrait, quelle porte elle ouvrirait. À ma petite fille, Béatrice, je lègue mes parts dans Lefebvre Biotech, évaluées à environ 14 millions d'euros, ainsi que les brevets pour les composés WM64 à WM81. Béatrice tapa doucement dans ses mains, comme si elle était à un tournoi de golf. 14 millions. À eux deux, ils venaient d'hériter de suffisamment d'argent pour acheter de petits pays. J'attendis mon nom, le cœur battant d'un mélange d'espoir et d'effroi. Peut-être qu'il restait quelque chose. Peut-être que Mamie Éléonore s'était souvenue de la petite fille qui avait réellement étudié la biologie, qui avait choisi la science plutôt que les affaires, qui avait passé sa carrière à essayer de protéger la vie marine au lieu de l'exploiter. Et enfin, dit-il en me regardant droit dans les yeux, à ma petite fille, Claire, je lègue le contenu du coffre-fort numéro 247 à la Banque nationale de France. C'était tout. Pas de montant en euros, pas de description, juste un coffre-fort. Antoine et Béatrice échangèrent des regards qui parvenaient à être à la fois compatissants et condescendants. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de significatif là-dedans, dit Béatrice sur le ton que les gens utilisent lorsqu'ils essaient d'être gentils face à votre déception évidente. Grand-mère a toujours été excentrique, ajouta Antoine. Je suis sûr que ce qu'elle t'a laissé a une valeur sentimentale. Valeur sentimentale. L'expression que les gens utilisent quand quelque chose n'a aucune valeur, mais qu'ils ne veulent pas le dire à voix haute. 1 heure plus tard, j'étais assise dans la salle des coffres de la banque, fixant le contenu du coffre-fort numéro 247. Il contenait exactement 2 objets, une petite boîte en bois de la taille d'un écrin à bijoux et une enveloppe avec mon nom écrit de l'écriture si caractéristique de ma grand-mère. J'ouvris d'abord l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un billet d'avion, Brest-Paris, pointe à accent grave, Pitre Saint-Pierre, île du Phénix, archipel des Phénix. La date de départ était dans 3 jours. Il y avait aussi une note manuscrite sur du papier de luxe. Ma très chère Claire, si tu lis ceci, c'est que je suis parti,
et tu te sens probablement confuse et peut-être un peu blessée. Fais-moi confiance, ma chérie. Entreprends le voyage. Tout prendra son sens quand tu arriveras. Cherche Hélène Moreau. Elle t'attendra. Tout mon amour, mamie Éléonore. J'ouvris ensuite la boîte en bois. À l'intérieur, nichée dans du velours doux, se trouvait une unique graine. Elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu, de la taille d'une noix, avec une coque dure et sombre qui semblait scintiller d'un éclat presque métallique. D'étranges crêtes et motifs couvraient sa surface comme la propre sculpture complexe de la nature. Je la retournai dans mes mains, ma formation en biologie marine prenant le dessus. J'avais étudié les graines dans mes cours de botanique de premier cycle, mais celle-ci m'était totalement inconnue. Les motifs étaient trop complexes, trop délibérés. Elle avait l'air ancienne, comme quelque chose qui aurait pu pousser dans des forêts préhistoriques. Un billet d'avion pour une île dont je n'avais jamais entendu parler et une graine mystérieuse. Alors que mes cousins avaient hérité de suffisamment d'argent pour prendre une retraite de luxe, j'avais hérité. De quoi? D'une énigme? D'une course folle? Je suis resté assise dans cette salle des coffres stériles pendant 20 minutes, retournant la graine encore et encore dans mes mains, lisant et relisant la note de ma grand-mère. La partie rationnelle de mon cerveau me disait que c'était de la folie. Je ne pouvais pas me permettre de prendre des congés. Je ne pouvais pas me permettre les frais de voyage supplémentaires une fois arrivé dans les Caraïbes. Je ne pouvais pas me permettre de me lancer dans une mystérieuse course familiale qui pourrait ne mener à rien. Mais une autre partie de moi, celle qui avait toujours senti qu'elle n'était pas tout à fait à sa place dans ma propre famille, celle qui avait choisi d'étudier l'océan au lieu de courir après l'argent, me murmurait que c'était peut-être exactement ce que je devais faire. Ma grand-mère avait été beaucoup de choses, mais elle n'avait jamais été frivole. Si elle m'avait laissé un billet d'avion et une graine, il devait y avoir une raison. Le lendemain, je me suis fait porter malade au travail et j'ai passé des heures à faire des recherches sur l'archipel des Phénix. Les îles formaient un territoire d'outre-mer français au cœur des Caraïbes, connu pour ses paysages volcaniques, ses sources chaudes et ses écosystèmes uniques. L'île du Phénix était la plus grande, avec une population d'environ 140 000 personnes. C'était magnifique, isolé et cher à visiter. J'ai aussi essayé de faire des recherches sur la graine, en la photographiant sous tous les angles et en passant les images dans des bases de données botaniques. Rien. C'était comme si la graine n'existait dans aucune littérature scientifique. Le 3e jour, j'avais pris ma décision. J'ai fait une seule valise avec des vêtements adaptés à la randonnée et à une météo imprévisible, j'ai retiré la plupart de mon compte épargne pour les dépenses, et je me suis dirigé vers l'aéroport. Le vol fut long, près de 20 heures avec les escales, et me donna amplement le temps de remettre en question ma décision. Et si c'était une sorte de blague élaborée? Et si ma grand-mère avait souffert de démence à la fin de sa vie, et que rien de tout cela n'avait de sens? Et si j'étais sur le point de dépenser toutes mes économies pour un voyage sans signification sur une île où personne ne m'attendait? Mais chaque fois que je commençais à paniquer, je sortais la boîte en bois et regardais la graine. Il y avait quelque chose en elle qui semblait important, significatif. Elle semblait vibrer d'une énergie potentielle, comme si elle attendait juste les bonnes conditions pour révéler ses secrets. L'avion descendit à travers les nuages vers l'île du Phénix, et j'eus mon premier aperçu du paysage en dessous. C'était à couper le souffle, des collines vertes parsemées de petites villes, des côtes spectaculaires où des falaises volcaniques rencontraient la mer des Caraïbes, et au centre de l'île, ce qui ressemblait à d'immenses lacs de cratères reflétant le ciel comme des miroirs. L'aéroport de Saint-Pierre était petit et efficace. J'ai récupéré mes bagages et suis passé par la douane, cherchant nerveusement des yeux quelqu'un qui pourrait être Hélène Moreau. La note de ma grand-mère disait qu'elle attendrait, mais si elle n'y était pas? Et si je me retrouvais coincé sur une île où je ne parlais pas la langue, sans plan et avec de moins en moins d'argent? Claire Lefebvre? Je me suis retourné pour voir une femme s'approcher de moi avec un sourire chaleureux. Elle devait avoir la cinquantaine, les cheveux grisonnants attachés en une queue de cheval pratique et le genre de bronzage profond qui vient d'une vie passée en grande partie à l'extérieur. Elle portait des chaussures de randonnée, un pantalon cargo et une veste polaire qui avait connu des jours meilleurs. « Je suis Hélène Moreau », dit-elle en me tendant la main. « Votre grand-mère m'a dit de guetter une jeune femme qui avait l'air de douter de toutes les décisions qui l'avaient amenée ici. » J'ai ri malgré ma nervosité. C'est tout à fait moi. Vous connaissiez ma grand-mère? Éléonore et moi étions de vieilles amies. De très vieilles amies. Elle parlait souvent de vous. Vraiment? Oh, oui. Elle était très fière de votre travail pour la conservation marine.
Elle disait que vous étiez la seule dans la famille à comprendre que certaines choses ont plus de valeur que l'argent. Nous sommes sortis de l'aéroport dans l'air chaud des Caraïbes. L'île sentait le sel et les fleurs, avec une pointe sous-jacente de soufre volcanique qui me rappelait que c'était un endroit géologiquement actif. Où allons-nous? Demandai-je alors qu'Hélène me conduisait à un Land Rover bien usé. Voir ce que votre grand-mère vous a laissé, dit Hélène mystérieusement. Mais d'abord, nous devons traverser l'île. C'est environ 1 heure à travers les montagnes. Pendant que nous roulions, Hélène me raconta l'histoire de l'île, son écosystème unique, ses origines volcaniques. C'était clairement une naturaliste, signalant les plantes endémiques et expliquant comment l'isolement de l'île avait conduit à l'évolution d'espèces que l'on ne trouvait nulle part ailleurs sur Terre. Votre grand-mère est venue ici pour la première fois il y a 30 ans. Elle faisait des recherches sur la flore endémique pour des applications pharmaceutiques, mais elle est tombée amoureuse de l'île, de sa nature sauvage, de ses secrets. Des secrets? Hélène sourit. Chaque île a des secrets, Claire. Surtout les îles qui ont été isolées pendant des millions d'années. L'évolution fait des choses intéressantes quand on la laisse tranquille. Nous avons traversé de petits villages aux maisons blanchies à la chaux et aux toits de tuiles rouges, longé des champs où les vaches paissaient sur une herbe d'un vert incroyable, traversé des forêts d'arbres que je ne reconnaissais pas. Le paysage ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu, à la fois familier et étranger, européen et tropical, ancien et intemporel. Puis-je vous demander quelque chose? Qu'est-ce que ma grand-mère faisait exactement ici? Je veux dire, je sais qu'elle était botaniste, mais... Elle protégeait quelque chose, dit simplement Hélène. Quelque chose de très rare, de très précieux et de très fragile. Quelque chose que certaines personnes détruiraient si elles savaient que ça existait. Quel genre de chose? Vous verrez. Nous avons roulé encore 20 minutes avant qu'Hélène ne quitte la route principale pour s'engager sur ce qui était à peine plus qu'un chemin de terre. Ce que votre grand-mère vous a laissé n'est pas sur l'île du Phénix même, dit Hélène en voyant mon visage inquiet. Ce n'est pas vrai? Elle sourit mystérieusement. Nous prendrons mon bateau pour une île plus petite, une qui n'apparaît pas sur la plupart des cartes touristiques. Le port de Plaisance était animé de bateaux de pêche et de navires de tourisme. Hélène me conduisit à un bateau à moteur d'aspect robuste qui avait clairement vu des années d'utilisation mais était bien entretenu. C'est ainsi que votre grand-mère et moi faisions la navette, dit Hélène en chargeant ma valise dans le bateau. Elle insistait pour garder l'emplacement totalement secret. Pas de vol en hélicoptère, pas de yachts affrétés qui pourraient attirer l'attention, juste une simple excursion en bateau qui donne l'impression que nous allons pêcher. Alors que nous nous éloignions du port, j'ai regardé l'île du Phénix rapetisser derrière nous. Les collines verdoyantes et les bâtiments blancs de l'île devenaient de plus en plus petits jusqu'à n'être plus qu'une ligne à l'horizon. Nous nous dirigions vers le nord-ouest, dans les eaux ouvertes de la mer des Caraïbes qui s'étendaient à l'infini dans toutes les directions. C'est à quelle distance? Demandai-je en m'agrippant au bord du bateau alors que nous rebondissions sur les vagues. Environ 40 minutes, cria Hélène par-dessus le bruit du moteur. L'île s'appelle officiellement l'île de l'Espoir. Elle est inhabitée depuis plus d'1 siècle. Le trajet en bateau me laissa le temps de réfléchir à quel point nous devenions isolés. Ce n'était pas seulement un voyage vers un lieu reculé, c'était un voyage vers un endroit qui existait en dehors du monde normal, un secret qui avait été caché à la vue de tous pendant 30 ans. L'île de l'Espoir surgit de l'océan comme un joyau vert, ses falaises spectaculaires et menaçantes, son intérieur caché par une forêt dense. Il n'y avait ni plage, ni point d'accostage évident, ni signe que des humains y aient jamais mis les pieds. Comment accostons-nous? Demandai-je. Très prudemment, dit Hélène, dirigeant le bateau vers ce qui ressemblait à une étroite brèche dans les falaises. Votre grand-mère a fait construire un petit quai dans une crique cachée. C'est le seul moyen d'accéder à l'île. La crique, lorsque nous l'atteignîmes, ressemblait à quelque chose sorti d'un conte de fées. De hautes parois de roches volcaniques créaient un port naturel complètement invisible depuis le large. Un simple quai en bois s'avançait dans l'eau cristalline, et un étroit sentier serpentait à travers les rochers vers la forêt en contre-haut. Bienvenue sur ton île, Claire, dit Hélène en amarrant le bateau. Bienvenue dans le dernier bosquet. À partir d'ici, nous marchons, dit Hélène en mettant son sac à dos sur ses épaules. Le sentier au-delà du mur de pierre était étroit et sinueux, menant à travers une végétation qui devenait plus dense et plus exotique à chaque pas. L'air lui-même semblait différent ici, plus humide, plus vivant, chargé d'une énergie que je ne pouvais pas identifier. Des oiseaux chantaient depuis la canopée au-dessus de nous, mais ils ne ressemblaient à aucun oiseau que je connaissais. La lumière même semblait plus verte, filtrée par des feuilles qui étaient trop grandes, trop brillantes,
trop parfaite. Hélène, dis-je en m'arrêtant sur le sentier. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ceci, dit-elle en se tournant vers moi avec une expression qui était un mélange d'excitation et de révérence, est ce que ta grand-mère a découvert il y a 30 ans. C'est ce qu'elle a passé sa fortune à protéger. C'est pourquoi elle t'a amené ici. Nous avons marché encore 10 minutes avant que le sentier ne débouche sur une clairière, et j'ai vu quelque chose qui m'a fait oublier comment respirer. C'était une forêt, mais différente de toutes les forêts que j'avais jamais vues ou étudiées. Les arbres étaient immenses, mesurant facilement une trentaine de mètres de haut, avec des troncs qui semblaient luire d'une lumière intérieure. Leur écorce était lisse et argentée, presque métallique, et leurs feuilles étaient du vert profond des émeraudes. La canopée au-dessus de nous filtrait la lumière du soleil en motifs qui dansaient et se déplaçaient comme des êtres vivants. Mais ce n'était pas seulement la beauté qui me coupait le souffle, c'était le sentiment d'âge, d'ancienneté, de quelque chose qui avait existé bien avant que les humains ne marchent sur la terre. Ces arbres semblaient préhistoriques, primordiaux, comme des survivants d'un monde disparu il y a des millions d'années. Mon Dieu, murmurai-je. Qu'est-ce que c'est? Dracæna antillensis, dit doucement Hélène. Des dragonniers, mais pas comme les dragonniers qui existent ailleurs dans le monde. Ce sont les espèces originales, les ancêtres de tous les autres dragonniers. Ils poussent ici depuis plus de 10 millions d'années. Je m'enfonçai plus profondément dans le bosquet, mes mains traînant le long de l'écorce lisse de l'arbre le plus proche. Il était chaud au toucher, presque vivant d'une manière qui dépassait la vie végétale normale. L'air autour des arbres bourdonnait d'énergie, et je jurais avoir senti quelque chose comme une pulsation sous mes doigts. Ils sont incroyables, dis-je. Mais pourquoi sont-ils secrets? Pourquoi n'est-ce pas un parc protégé, un site de l'UNESCO? L'expression d'Hélène s'assombrit. Parce que ces arbres produisent quelque chose pour lequel les sociétés pharmaceutiques tueraient. Littéralement. Elle me conduisit au pied du plus grand arbre, où le tronc massif s'évasait en racines contreforts qui créaient des alcôves naturelles. Dans l'une de ces alcôves, je pouvais voir où quelqu'un avait soigneusement recueilli une petite quantité de résine, une substance dorée, semblable à de l'ambre, qui semblait briller de sa propre lumière. La résine de ces arbres, expliqua Hélène, contient des composés qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Ta grand-mère a passé 20 ans à les étudier. Ils ont des propriétés qui pourraient révolutionner la médecine, le traitement du cancer, les troubles neurologiques, le vieillissement lui-même. Un frisson me parcourut l'échine. C'est pour ça qu'elle a gardé cet endroit secret. Exactement. Si l'industrie pharmaceutique connaissait l'existence de ce bosquet, elle l'exploiterait jusqu'à l'épuisement en moins d'1 an. Ils abattraient des arbres qui poussent depuis des millénaires, détruiraient un écosystème qui ne pourra jamais être remplacé, tout ça pour le profit. Je sortis la boîte en bois de mon sac à dos et l'ouvris, montrant à Hélène la graine que ma grand-mère m'avait laissée. Est-ce une graine de ces arbres? Hélène confirma. Mais pas n'importe quelle graine. C'est une graine de l'arbre mère, le plus vieil et le plus grand arbre du bosquet. Les graines de l'arbre mère sont incroyablement rares. L'arbre n'en produit qu'une fois tous les 7 ans, et seulement quelques-unes à la fois. Je regardais la graine avec une nouvelle compréhension. Ce n'était pas seulement un héritage mystérieux. C'était un morceau de quelque chose d'irremplaçable, quelque chose qui me reliait à des millions d'années d'évolution. Mais pourquoi me l'a-t-elle laissé à moi? Pourquoi pas à Antoine ou Béatrice? Ils ont l'expérience des affaires, les relations, l'argent pour protéger quelque chose comme ça. Hélène sourit, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, elle avait l'air vraiment heureuse. Parce qu'ils l'auraient vendu. Ils auraient vu des signes d'euros au lieu de dragonniers. Ils auraient transformé cela en une marchandise au lieu de le protéger comme un trésor. Elle me fit signe de la suivre plus profondément dans le bosquet, où les arbres devenaient encore plus grands et plus magnifiques. Au centre de la forêt se dressait un arbre qui éclipsait tous les autres, mesurant facilement 45 mètres de haut avec un tronc si massif qu'il faudrait 20 personnes se tenant la main pour l'encercler. L'arbre mère, dit Hélène avec révérence. Elle a plus de 1000 ans, peut-être plus. Ta grand-mère avait l'habitude de s'asseoir ici pendant des heures, simplement à écouter la forêt, à planifier comment la protéger. Je m'approchai de l'arbre ancien et posai ma main sur son écorce. La sensation fut immédiate et bouleversante, un sentiment de connexion, d'appartenance, de retour à la maison dans un endroit où je n'étais jamais allé mais que j'avais toujours su exister. Hélène, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure, à qui appartient cette terre? Qui l'a protégée? Hélène se tourna vers moi, et son sourire était radieux. Elle t'a légué l'île entière.
Les mots me frappèrent comme un coup physique. Je reculai en titubant, certaine d'avoir mal entendu. Qu'avez-vous dit? Ta grand-mère n'a pas seulement découvert ce bosquet, Claire. Elle l'a acheté. Elle a acheté l'île entière, morceau par morceau, sur 30 ans. Elle a utilisé chaque centime qu'elle a gagné de ses brevets, chaque euro de ses sociétés pharmaceutiques, pour acheter des terres et créer une réserve naturelle privée. J'eus le vertige, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. L'île entière? Tout. Les forêts, la côte, les lacs volcaniques, tout. Elle en est la propriétaire légale depuis 15 ans, mais elle a gardé le secret, protégé l'écosystème du développement et de l'exploitation. Je m'affaissai sur l'une des racines massives de l'arbre-mère, l'esprit en ébullition. Mais c'est impossible. Une île entière vaudrait. Point des centaines de millions d'euros, termina Hélène. Ta grand-mère était bien plus riche que quiconque dans ta famille ne le réalisait. Les brevets qu'elle détenait n'étaient pas seulement précieux, ils étaient révolutionnaires. Elle les a concédés sous licence à des sociétés pharmaceutiques pour des sommes énormes, puis a utilisé cet argent pour acheter et protéger des endroits comme celui-ci partout dans le monde. Je pensais à la lecture du testament, à la satisfaction suffisante d'Antoine et Béatrice avec leurs héritages. 11 et 14 millions semblaient une richesse inimaginable, mais ce n'était rien comparé à ce que j'entendais. Pourquoi n'en a-t-elle parlé à personne? Pourquoi garder le secret? Parce qu'au moment où le bruit aurait couru qu'elle possédait une île avec des arbres comme ceux-ci, toutes les sociétés pharmaceutiques du monde se seraient jetées sur elle. Ils auraient offert des milliards, menacé de poursuites judiciaires, utilisé tous les outils à leur disposition pour accéder à ce bosquet. Hélène s'assit à côté de moi sur la racine, son expression sérieuse. Ta grand-mère a passé les 30 dernières années de sa vie à jouer à un jeu très dangereux, Claire. Elle protégeait quelque chose qui pourrait changer le monde, mais seulement si cela restait protégé. Les composés de ces arbres pourraient guérir des maladies, prolonger la vie humaine, révolutionner la médecine mais seulement si les arbres survivent pour les produire de manière durable. Je regardais le bosquet avec de nouveaux yeux. Chaque arbre représentait des millions d'années d'évolution, une information génétique irremplaçable, des remèdes potentiels pour des maladies qui n'avaient même pas encore été découvertes. Et ma grand-mère m'avait fait confiance à moi, la déception de la famille qui travaillait dans un aquarium pour protéger tout cela. Je ne comprends pas pourquoi moi. Je ne suis personne. Je n'ai pas d'expérience en affaires. Je n'ai pas de relation dans l'industrie pharmaceutique. Je n'ai même pas d'argent. C'est exactement pour ça qu'elle t'a choisi, Claire. Parce que tu comprends que certaines choses ont plus de valeur que l'argent. Parce que tu as consacré ta vie à protéger les écosystèmes marins au lieu de les exploiter. Parce que tu vois l'océan comme quelque chose à préserver, pas quelque chose dont il faut tirer profit. Elle sortit une épaisse enveloppe de son sac à dos et me la tendit. Ta grand-mère a laissé ceci pour que tu le lises quand tu serais prête. Les mains tremblantes, j'ouvris l'enveloppe et dépliai plusieurs pages de l'écriture de ma grand-mère. Ma très chère Claire, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé le bosquet, et qu'Hélène t'a dit la vérité sur ton héritage. J'imagine que tu te sens submergée, peut-être effrayée, certainement confuse quant à la raison pour laquelle j'ai placé une si énorme responsabilité sur tes épaules. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une jeune femme qui a obtenu son diplôme de botanique il y a 50 ans, pleine de rêves de découvrir de nouvelles espèces et d'aider l'humanité. Cette jeune femme a passé les 20 premières années de sa carrière à se concentrer sur le profit, sur les brevets, sur la transformation des secrets de la nature en succès commerciaux. J'étais doué pour ça, peut-être trop doué. J'ai gagné des millions grâce à des plantes que les peuples autochtones connaissaient depuis des siècles, et je me disais que j'aidais l'humanité tout en m'en mettant plein les poches. Ce n'est qu'en arrivant sur cette île il y a 30 ans que j'ai compris ce que j'avais fait de travers. J'ai trouvé ce bosquet par accident, en suivant des rumeurs de fleurs inhabituelles à l'intérieur de l'île. Quand j'ai vu ces arbres, quand j'ai compris ce qu'ils représentaient, j'ai réalisé que certaines découvertes sont trop importantes pour être commercialisées. Ces dragonniers sont des bibliothèques vivantes, Claire. Leur code génétique contient des informations qui pourraient aider l'humanité d'une manière que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Mais cette information n'est précieuse que si les arbres survivent pour la partager. Si nous les abattons pour un profit immédiat, nous perdons pour toujours des millions d'années de sagesse évolutive. J'ai passé 3 décennies à protéger cet endroit, achetant des terres morceau par morceau, créant un cadre juridique qui le préservera longtemps après mon départ. Mais les cadres juridiques ne suffisent pas. Cet endroit a besoin d'une gardienne,
quelqu'un qui comprend que la vraie richesse ne se mesure pas en compte bancaire mais dans la préservation de trésors naturels irremplaçables. Je t'ai choisi parce que tu as déjà prouvé que tu comprenais ce principe. Tu as choisi d'étudier la biologie marine non pas parce que cela te rendrait riche, mais parce que tu voulais protéger quelque chose de beau et d'important. Tu travailles dans un aquarium non pas parce que ça paie bien, mais parce que tu crois en la conservation, en l'éducation, en l'aide aux gens pour comprendre pourquoi nous devons protéger notre monde naturel. Tes cousins sont de bonnes personnes, mais ils voient la nature comme une ressource à gérer et à monétiser. Toi, tu la vois comme un trésor à protéger et à préserver. C'est pourquoi cette île a besoin de toi. Je sais que cela semble écrasant. Je sais que tu te demandes probablement comment tu pourrais gérer quelque chose d'aussi vaste et important, mais tu ne seras pas seul. Hélène a été ma partenaire pour la protection de cet endroit pendant 20 ans. Les communautés locales en ont été les gardiennes pendant des générations. Il y a des scientifiques et des conservateurs du monde entier qui soutiendront ton travail. Et tu as des ressources maintenant, ma chérie. L'île génère des revenus grâce à des partenariats de recherche soigneusement gérés, à la vente de graines et de jeunes plants à des jardins botaniques du monde entier. Tu ne manqueras plus jamais d'argent, mais plus important encore, tu ne manqueras jamais de but. La graine que je t'ai laissée n'est pas seulement un symbole. C'est une responsabilité. Plante-la dans un endroit sûr, prends en soin, et regarde-la devenir quelque chose de magnifique. C'est ce que je te demande de faire avec cette île entière. Je t'aime, Claire. J'ai toujours été fier de toi, même quand je ne trouvais pas les mots pour le dire. Tu as le cœur d'une vraie conservatrice et l'âme d'une scientifique. Cette île ne pourrait pas être entre de meilleures mains. Tout mon amour et ma foi en toi, Mamie Éléonore post-scriptum, il y a un cottage près du bosquet que j'utilisais comme station de recherche. Il est à toi maintenant si tu le veux. Je pense que tu y trouveras tout ce dont tu as besoin pour commencer ta nouvelle vie de gardienne du dernier bosquet. J'ai lu la lettre 3 fois avant que les mots ne s'imprègnent complètement. Ma grand-mère ne m'avait pas seulement laissé une île. Elle m'avait laissé une mission, un but, une chance de consacrer ma vie à quelque chose de vraiment significatif. Il y a plus, dit doucement Hélène, sortant un autre dossier. Documents légaux, état financier, notes de recherche. Ta grand-mère était très minutieuse. J'ouvris le dossier les mains tremblantes. Le premier document était un acte de propriété transférant officiellement la propriété de l'île de l'Espoir à Claire-Éléonore Lefebvre-Moi. Le second était un relevé de compte bancaire montrant des comptes avec des soldes qui me donnaient le tournis. Des centaines de millions d'euros, tous destinés à la préservation et à la protection des écosystèmes de l'île. C'est réel, murmurai-je. Tout cela est réel. Très réel, confirma Hélène. Et très secret. Pour le monde extérieur, l'île est toujours détenue par une série de sociétés écrans et de fiducies de conservation. Ta grand-mère était paranoïaque quant à la dissimulation de sa propriété. Je me suis levé et j'ai marché plus profondément dans le bosquet, essayant de digérer tout ce que j'avais appris. Il y a 1 heure, j'étais une employée d'aquarium en difficulté qui pensait que sa famille l'avait oubliée. Maintenant, j'étais la propriétaire secrète d'une île entière, la gardienne d'arbres qui pourrait changer le monde, l'héritière d'une mission de conservation qui s'étendait sur des décennies. Que se passe-t-il maintenant, demandai-je. C'est à toi de décider, dit Hélène. Tu pourrais tout vendre demain et devenir l'une des personnes les plus riches du monde. Tu pourrais concéder sous licence le matériel génétique de l'arbre à des sociétés pharmaceutiques et gagner des milliards. Tu pourrais développer l'île pour le tourisme et créer un empire de complexes de luxe. Ou tu pourrais faire ce que ta grand-mère a fait. La protéger, l'étudier, partager ses secrets avec soin et de manière durable. Utiliser tes ressources pour étendre les efforts de conservation à d'autres écosystèmes menacés dans le monde. Je pensais à ma vie à Brest, mon minuscule appartement, mes prêts étudiants, mon travail à nettoyer les aquariums et à faire des visites guidées aux écoliers. C'était une bonne vie, significative à sa petite échelle. Mais elle avait aussi été limitée, contrainte par la réalité financière et le manque d'opportunités. Maintenant, j'avais des opportunités illimitées et une responsabilité illimitée. Le cottage que ma grand-mère a mentionné. Puis-je le voir? Le visage d'Hélène s'illumina. Bien sûr. C'est juste une courte marche d'ici. Elle me guida le long d'un sentier qui serpentait à travers le bosquet, passant devant des arbres qui semblaient murmurer des secrets dans des langues que je ne comprenais pas. Le cottage, lorsque nous l'atteignîmes, était parfait, un petit bâtiment en pierre qui semblait pousser naturellement du paysage,
avec des panneaux solaires sur le toit et de grandes fenêtres donnant sur la forêt. À l'intérieur, c'était le rêve d'un scientifique. La pièce principale était à la fois bibliothèque et laboratoire, avec des étagères pleines de revues de recherche et d'équipements pour étudier la génétique des plantes. Il y avait une chambre confortable, une cuisine moderne et un bureau tapissé des carnets et des recherches de ma grand-mère. Elle passait des mois ici chaque année, à étudier les arbres, à documenter leurs propriétés, à planifier des stratégies de conservation. Toutes ces recherches sont ici, elles t'attendent. Je pris l'un des carnets et l'ouvris à une page au hasard. L'écriture de ma grand-mère remplissait les marges autour de dessins botaniques détaillés, des notes sur la composition du sol et les régimes de pluie, des théories sur l'histoire évolutive de l'arbre. Elle a vraiment fait ça, dis-je, plus pour moi-même que pour Hélène. Elle a vraiment passé 30 ans à protéger cet endroit. Et maintenant c'est à ton tour, dit doucement Hélène. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé le bosquet, les arbres anciens qui avaient survécu aux ères glaciaires et aux éruptions volcaniques, qui avaient évolué isolément pendant des millions d'années, qui détenaient des secrets qui pourraient bénéficier à toute l'humanité s'ils étaient correctement protégés et étudiés. Mon téléphone vibra avec un message texte, probablement mon superviseur à l'aquarium se demandant où j'étais, quand je serais de retour au travail. L'idée de retourner à mon ancienne vie, de prétendre que cela ne s'était jamais produit, semblait maintenant impossible. Hélène, dis-je en me détournant de la fenêtre. J'ai besoin de te demander quelque chose d'important. N'importe quoi. Veux-tu m'aider? Veux-tu m'apprendre ce que je dois savoir pour bien faire les choses? Son sourire était radieux. Claire, ta grand-mère et moi avons toujours espéré qu'un jour quelqu'un viendrait qui pourrait porter ce travail au niveau supérieur, qui pourrait l'étendre au-delà de cette seule île. Que veux-tu dire? Ta grand-mère possédait plus que cette île. Elle avait des projets de conservation sur 6 continents, des forêts protégées en Amazonie, des sanctuaires marins dans le Pacifique, des stations de recherche dans des endroits dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Elle a construit un réseau mondial d'écosystèmes protégés, tous financés par ses brevets pharmaceutiques, tous gérés par des sociétés écrans et des fiducies de conservation. J'eus de nouveau le vertige. Combien? Des milliards d'euros, Claire. Des centaines de milliers d'hectares de terres protégées, des partenariats de recherche avec des universités du monde entier. Ta grand-mère n'était pas seulement une botaniste, elle était une conservationniste. Et elle a fait tout cela en secret. Je m'enfonçai dans l'un des fauteuils confortables du cottage, submergé par l'ampleur de ce dont j'avais hérité. Je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne sais pas si je suis assez intelligente, assez forte, assez expérimentée. Ta grand-mère ressentait la même chose quand elle a commencé, dit Hélène, s'asseyant en face de moi. Mais elle a appris, et elle a grandi dans ce rôle. Et tu as quelque chose qu'elle n'avait pas quand elle a commencé. Qu'est-ce que c'est? Tu as ces 30 années de travail sur lesquelles t'appuyer. Tu as des systèmes établis, des partenaires de confiance, des stratégies éprouvées. Tu n'as pas à partir de zéro. Tu dois juste continuer ce qu'elle a commencé. Je regardais autour de moi dans le cottage les preuves du travail de toute une vie de ma grand-mère, les recherches qui pourraient changer le monde si elles étaient correctement poursuivies. Dehors, le bosquet se tenait silencieux et ancien, attendant que sa nouvelle gardienne fasse un choix. Il y a autre chose, dit Hélène, sortant une dernière enveloppe. Ta grand-mère a enregistré un message vidéo pour toi. Elle voulait que tu l'entendes après avoir vu le bosquet, après avoir compris ce dont tu avais hérité. Elle me tendit une tablette et appuya sur lecture. Le visage de ma grand-mère apparut à l'écran, plus âgé que dans mon souvenir, mais avec des yeux qui pétillaient d'intelligence et de détermination. Bonjour, ma chère Claire. Si tu regardes ceci, c'est que tu as trouvé le bosquet et appris la vérité sur ton héritage. J'imagine que tu te sens submergé, peut-être effrayé par la responsabilité que j'ai placée sur tes épaules. Je veux que tu saches que je ne t'ai pas choisi à la légère. Je t'ai observé toute ta vie, fier de chaque choix que tu as fait, de chaque sacrifice que tu as accepté au service de quelque chose de plus grand que toi. Quand tu as choisi la biologie marine plutôt qu'une carrière plus lucrative, quand tu as pris un poste dans un aquarium au lieu d'un laboratoire d'entreprise, quand tu as consacré ta vie à l'éducation et à la conservation au lieu du profit, ces choix m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ton caractère. Tu as le cœur d'une vraie conservatrice, Claire. Tu comprends que certaines choses ont plus de valeur que l'argent, que certains trésors valent la peine d'être protégés même quand personne d'autre ne comprend leur valeur. C'est exactement ce dont cette île a besoin, quelqu'un qui la verra non pas comme une ressource à exploiter, mais comme un trésor à préserver.
Je sais que cela semble impossible. Je sais que tu te demandes probablement comment tu pourrais gérer quelque chose d'aussi vaste et important. Mais souviens-toi, ma chérie, chaque grand effort de conservation a commencé avec une seule personne qui se souciait assez pour essayer. Jacques-Yves Cousteau protégeant les océans. Théodore Monod explorant les déserts. Haroun Tazieff nous avertissant des colères de la Terre. Ils ont tous commencé comme des individus qui croyaient que la nature valait la peine d'être défendue. Tu n'es pas seul dans ce travail. Tu as Hélène, qui a été ma partenaire et amie pendant 20 ans. Tu as des ressources qui te permettront d'embaucher les meilleurs scientifiques, les conservateurs les plus dévoués, les défenseurs juridiques les plus efficaces. Tu as un réseau de zones protégées dans le monde entier qui font déjà une différence. Mais plus important encore, tu as quelque chose qui ne peut être ni acheté ni enseigné. Tu as la passion de faire ce travail non pas parce que tu le dois, mais parce que tu le veux, parce que tu comprends que protéger ces arbres, préserver ces écosystèmes, partager ces découvertes de manière responsable. Ce n'est pas seulement un travail. C'est une vocation. Je t'aime, Claire. Je crois en toi. Et je sais que cette île, ces arbres, ce travail ne pourrait pas être entre de meilleures mains. Bienvenue dans ta nouvelle vie, ma chérie. Rends-la extraordinaire. La vidéo se termina, et je restai assise en silence pendant plusieurs minutes, les larmes coulant sur mon visage. Ma grand-mère avait vu en moi quelque chose que je n'avais jamais vu en moi-même, le potentiel d'être plus qu'une simple scientifique en difficulté, d'être la gardienne de quelque chose d'irremplaçable. « Qu'en penses-tu » demanda doucement Hélène. Je me suis levé et suis retourné à la fenêtre, regardant le bosquet qui était maintenant le mien à protéger. L'arbre-mère se dressait au centre de la forêt comme une ancienne sentinelle, son écorce argentée brillant sous le soleil de l'après-midi. Des oiseaux que je ne pouvais pas identifier chantaient depuis la canopée, et l'air lui-même semblait vibrer de vie et de possibilités. Je pense, dis-je lentement, que je dois appeler mon superviseur et démissionner. Hélène rit. Est-ce un oui? Je me suis tourné vers elle, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, un sentiment de but, d'appartenance, d'être exactement là où j'étais censé être. C'est un oui, dis-je fermement. Je vais le faire. Je vais protéger cet endroit, continuer le travail de ma grand-mère, et essayer d'être digne de la confiance qu'elle a placée en moi. Alors, bienvenue à la maison, Claire. Bienvenue dans le reste de ta vie. 6 mois plus tard, je me tenais dans le même bosquet, mais tout avait changé. J'avais déménagé de façon permanente sur l'île, transformant le cottage en ma maison et ma base de recherche. J'avais engagé une équipe de botanistes et de conservateurs pour aider à étudier et à protéger les dragonniers. J'avais établi des partenariats avec des universités du monde entier pour rechercher les propriétés médicinales de l'arbre sans les exploiter. Plus important encore, j'avais planté la graine que ma grand-mère m'avait laissée. Elle poussait dans une pépinière protégée, soigneusement entretenue et surveillée, destinée à faire partie de la prochaine génération de dragonniers qui porterait cette espèce ancienne vers l'avenir. Mes cousins avaient été choqués quand ils avaient appris la vérité sur mon héritage. Antoine m'avait même appelé pour offrir son expertise dans la gestion de ma manne, supposant clairement que j'étais dépassé. J'avais poliment décliné, expliquant que j'étais tout à fait heureuse dans mon nouveau rôle de conservatrice. Mais Claire, tu pourrais vendre juste une petite partie de l'île et être à l'abri pour le reste de ta vie. Tu pourrais avoir tout ce que tu veux. J'ai déjà tout ce que je veux. J'ai un travail qui a du sens, des ressources illimitées pour faire le bien dans le monde, et la chance de protéger quelque chose d'irremplaçable. Que pourrait-on demander de plus? Il avait raccroché, clairement incapable de comprendre comment quelqu'un pourrait choisir des arbres plutôt qu'un trésor, la conservation plutôt que l'argent. Mais je comprenais maintenant ce que ma grand-mère avait toujours su, que le véritable trésor n'était pas l'argent ou la terre, ni même les arbres eux-mêmes. Le véritable trésor était l'opportunité de consacrer sa vie à quelque chose de plus grand que soi, de faire partie d'une histoire qui continuerait longtemps après notre départ. Alors que je me tenais dans le bosquet ce soir-là, regardant le coucher de soleil filtré à travers l'ancienne canopée, je sentis la présence de ma grand-mère dans le murmure du vent à travers les feuilles, dans le pouls chaud de la vie sous mes pieds, dans le sentiment de continuité qui reliait le passé et l'avenir par le simple acte de prendre soin de quelque chose de beau et d'irremplaçable. J'avais pensé être la déception de la famille, celle qui recevait le prix de consolation pendant que mes cousins héritaient de la vraie richesse. Mais je m'étais trompé sur toute la ligne. Ma grand-mère ne m'avait pas oublié. Elle m'avait préparé toute ma vie pour ce moment, ce choix,
cette chance de devenir la gardienne de quelque chose qui pourrait changer le monde. La graine qu'elle m'avait laissée se transformait en arbre, et je devenais la personne qu'elle avait toujours cru que je pouvais devenir. Une histoire absolument incroyable sur les héritages cachés, la vraie richesse et le courage de choisir le but plutôt que le profit. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Claire? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de conservation, de secrets de famille et de découverte de sa véritable vocation vous a inspiré, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires extraordinaires sur la découverte de sa véritable place. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine.